Israël a prouvé de façon indéniable sa force, sa puissance, sa capacité à prendre des risques. C'est aussi ça qui est récompensé aujourd'hui. On n'a pas peur en Israël, on fait des choses risquées, on espère juste, et je le dis toujours, que le gouvernement pensera que dans ce pays, il y a des citoyens qui ont besoin aussi d'avoir une égalité des chances, et ça ne peut qu'augmenter la puissance d'Israël dans les années à venir. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yael Ifra. Yael, bonjour, Boker Tov. Daniel Shavuotov. L'accroche de cet entretien, eh bien, c'était des déclarations qui ont été faites par tout simplement le rédacteur en chef du journal The Marker, qui est, on va dire, le journal de référence, le journal du Haaretz, une succursale du Haaretz, c'est le journal de référence en termes économiques, qui a dit, eh bien, nous nous sommes trompés, nous avons mal évalué, on va dire, les résultats, les performances de l'économie israélienne. Nous avions, au moment de la réforme judiciaire et ensuite avec le 7 octobre, nous avions estimé que l'économie israélienne serait durement affectée par ces événements. Et bien finalement, nous nous sommes trompés, c'est ce qu'il dit. Alors, et tout cela coïncide avec certaines données, en particulier dans le marché financier israélien, qui sont particulièrement impressionnantes. Pendant la guerre avec l'Iran, on a vu les marchés, la bourse israélienne flamber alors que tout le monde pensait qu'il allait y avoir des baisses. Expliquez-nous un peu tout cela, Yael. Alors, je pense que la situation géopolitique d'Israël est sans précédent, tout simplement. Les théories que l'on applique généralement pour essayer de comprendre comment une économie se comporte en temps de guerre ne s'appliquent pas à ce conflit complètement asymétrique, mais lors duquel Israël a démontré sa capacité à se projeter en tant que puissance régionale avec des réussites militaires éclatantes. Et je pense que tout simplement, deux mots vont venir résumer ce qui se passe en ce moment sur les marchés mondiaux, mais aussi au niveau d'Israël. Alors je vais dire l'Israël financiarisé, l'Israël financier, qui n'est pas forcément le vrai Israël, on en parlera après, Oui. mais c'est la confiance et c'est la résilience. Alors la confiance, évidemment, c'est celle des investisseurs financiers à travers le monde. D'abord, le marché israélien intérieur est soutenu par les investisseurs institutionnels. Donc il faut juste comprendre qu'en Israël, le système des retraites, donc des retraites obligatoires, est un système qui a été confié pour les investissements aux plus grandes compagnies d'assurance israéliennes, Clal, Migdal, etc., qu'on connaît. Ce sont des milliards et des milliards de shekels, voire même il y a 3 trillions de shekels qui sont entre les mains de ces compagnies d'assurance qui sont la retraite de tous les Israéliens et qui sont investis à 80% sur le marché intérieur, donc pour des actions, des obligations d'État, mais aussi des industries qui sont leaders en Israël, bien évidemment de l'industrie de la défense et de la sécurité. Donc déjà ça a soutenu énormément les investissements, et même si au début de la guerre il aurait pu avoir été possible que des investisseurs étrangers perdent confiance, de toute façon le marché boursier et financier israélien ne se serait pas effondré. Mais il s'est passé exactement le contraire, parce que cette guerre de 12 jours qui a montré la capacité d'Israël donc à obtenir une victoire militaire incroyable sur un pays immense qui se trouve à 1500 km d'ici et qui a 90 millions d'habitants, les deuxièmes réserves pétrolières du monde, et qui a fait de la volonté d'annihiler Israël une doctrine majeure de son régime, eh bien cette victoire-là a montré à quel point il ne fallait pas se fier aux équilibres des forces comme ils peuvent être présentés en début de conflit, et que Israël est toujours capable de rebondir. Ça vient bien sûr, Daniel, après la victoire sur le Hezbollah. Israël a rebattu les cartes du Moyen-Orient. Évidemment, ce qui se passe avec la Syrie, durant les derniers jours, c'est encore un autre conflit qui est beaucoup plus Oui. local et près des frontières, mais en Non. fait, c'est surtout ça qui s'est passé. Et donc, aussi bien les investisseurs internationaux que les investisseurs locaux se sont rendus compte qu'en fait, Israël est dans une situation de risque géopolitique bien moindre qu'il y a 2 ans. Tout simplement, la situation d'Israël s'est améliorée de façon spectaculaire, et tout ça s'est soutenu par une industrie de la défense qui est devenue un des géants du monde, qui probablement deviendra encore plus important dans les années à venir, avec des armes testées en temps réel sur le champ de bataille, alors même qu'en Europe, on observe avec inquiétude ce qui se passe en Ukraine, que les États-Unis roulent des muscles par rapport à la Chine, et donc ça montre à quel point une industrie de défense forte, une économie orientée vers des industries de la tech évidemment, parce qu'il y a aussi la cybersécurité, les attaques, etc. Tout ça
Et finalement, ça n'a plus tellement d'importance que vous soyez entouré d'ennemis et que vous soyez tout petit. C'est plus ou moins ce qui s'est passé et cette confiance a fait bondir la bourse de Tel Aviv, a fait bondir les actions, sachant qu'en plus, évidemment, tout ça est très orienté high-tech. Et tous ceux qui disaient que la high-tech israélienne était en perte de vitesse, parce que oui, les investissements avaient baissé au début de la réforme judiciaire, se sont rendus compte que ce changement de paradigme avec la situation géopolitique d'Israël avait complètement renversé la table. Alors, d'abord, concrètement, est-ce que, justement, ces investissements au début on se rappelle que pendant les 9 mois de la réforme judiciaire, eh bien, on avait assisté apparemment à un départ de sommes extrêmement importantes d'investisseurs israéliens qui étaient allés investir à l'étranger. Est-ce que cet argent, il est revenu, on va dire concrètement, depuis cette période-là, avec la guerre ou pas? Alors, il est revenu en partie. Mais pour les sociétés israéliennes qui ont décidé désormais de monter leur société à l'étranger, dans le Delaware en particulier, pour ne pas être identifiées comme étant situées en Israël, pas forcément. Donc ça veut dire que c'est en termes de recettes fiscales pour l'État, ça pourrait occasionner des pertes. Sauf que cette année, on a eu l'exit de Wiz, on a eu une quantité énorme d'industries d'armement qui ont fait des ventes spectaculaires, et Rafael, Elbit, l'industrie aéronautique sont des industries où l'État a des parts, donc ces dividendes tombent directement dans les caisses de l'État. Donc même si tout l'argent n'est pas revenu, la montée en volume de certaines autres industries a réussi à compenser ces pertes. Sur le premier trimestre de 2025, Israël a rentré, entre guillemets, 4 milliards de dollars d'investissement. C'est pas du tout le record qu'on avait eu il y a encore 4 ans juste avant la guerre. On en est loin, même si on projette, mais c'est une somme très importante qui montre le retour des investisseurs. Alors, Peut-être pas les mêmes, mais des investisseurs. Alors, les investisseurs reviennent, c'est une bonne nouvelle. Le marché financier étant le vert, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, pour des profanes comme nous, on va dire, nous, on se souvient qu'on a parlé ensemble du coût de la guerre, de plusieurs centaines de milliards de dollars, de shekels. On a parlé à une époque de 200 milliards, on est peut-être même du côté des 300 milliards. Tout cela coûte de l'argent et on a du mal à comprendre parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va à l'épicerie et là on constate que les prix ont flambé aussi. C'est-à-dire que l'augmentation des prix à la consommation, elle est très sensible dans les supermarchés. Elle est très sensible. Essayez de nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe et comment finalement on va payer le prix de ces centaines de milliards de shekels du coût de la guerre. Et oui, Daniel, vous avez tout à fait raison. Il y a l'économie financiarisée, la bourse, et il y a la vie réelle des citoyens israéliens qui sont en guerre depuis 2 ans, des familles qui ont envoyé des jeunes gens au service obligatoire ou pour des centaines de jours de service de réserve, des entreprises qui ont dû fermer à cause de la guerre, des quartiers et des kibbutzim détruits, toujours pas reconstruits, des dégâts spectaculaires qu'il y a eu en centre-ville en Israël. Et on se dit que pour l'Israélien moyen, comme vous le dites, qui va faire ses courses le matin, les performances boursières de telle ou telle entreprise, on s'en fiche complètement. Et en effet, vous avez raison, malgré toutes les théories un peu idiotes du ruissellement, du fait que plus il y aura de riches, plus les pauvres deviendront riches, etc. Ce n'est pas du tout la situation des Israéliens aujourd'hui. Le marché israélien n'est pas en récession, parce que, n'oublions pas, la population israélienne augmente de 2% tous les ans. On table sur une croissance de 3,4% cette année, selon la Banque d'Israël. En fait, ça fait donc une croissance d'1,5%. C'est pas du tout les chiffres auxquels Israël était habitué. Et en effet, si les performances boursières et les performances financières des entreprises sont élevées, c'est aussi parce que les taux d'intérêt sont très élevés en Israël et que cela fait maintenant 1 an et demi que la Banque d'Israël n'a pas abaissé le taux directeur. Lors de la dernière réunion de la commission monétaire, le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, a décidé de laisser le taux en place parce que, Daniel, l'inflation n'est pas jugulée. Alors l'inflation, les taux élevés, tout ça, ça fait des performances super quand vous versez des dividendes et quand vous êtes investisseur dans des banques. Les banques israéliennes ont fait des revenus, des bénéfices records lors du dernier trimestre. Ces bénéfices records, c'est vous et moi qui les payons, Daniel, à travers les taux d'intérêt sur les prêts, à travers les prêts immobiliers. On voit un secteur de l'immobilier qui est quasi à l'arrêt, avec un stock d'appartements invendus historique que l'on n'arrive pas à débarrasser, tout simplement parce que les prix ne cessent d'augmenter et que les familles israéliennes ont du mal désormais à financer. Il y a aussi un taux de non-remboursement des prêts immobiliers, de défaut, comme on dit, qui est très important, et l'inflation qui frappe
toutes les familles israéliennes. Alors bien sûr, si vous êtes dans les classes élevées, les dépenses alimentaires et les dépenses qu'on appelle contraintes ne vont pas représenter une énorme part de votre revenu, mais si vous êtes dans les classes moyennes et que vous avez votre mari qui est en milouim, qui est en devoir de réserve depuis déjà 100 jours et qu'il a peut-être perdu son travail ou que son employeur ne lui verse pas la totalité de son salaire parce que c'est trop difficile de se débrouiller sans, alors oui, vous pouvez ressentir évidemment ces difficultés. Ce qui est aussi important de dire, c'est que bon, ça, c'est une situation qui est effective, mais on a un gouvernement qui est censé mener une politique, qui est censé réduire les inégalités de toutes sortes qui perdurent et qui s'installent dans la société israélienne. Alors évidemment, le conflit autour du service militaire obligatoire pour les ultra-orthodoxes, mais aussi le soutien qui n'a pas toujours été suffisant aux petites entreprises, aux familles qui sont en difficulté. Et tout ça, oui, Daniel, ça crée un effet de déconnexion entre une économie mondialisée, globalisée, des performances magnifiques dont on est très fiers, aucun problème, et la vie réelle, lors de laquelle vous n'arrivez pas à rembourser votre prêt immobilier, le chômage est bas, mais pour autant, les salaires augmentent de façon modérée et il y a beaucoup de personnes qui sont sorties du marché du travail et qui ont du mal à y re-rentrer. Alors, je comprends bien entendu toutes ces difficultés, mais disons que pour financer une guerre qui dure depuis 2 ans, à coût de, comme on le disait, de centaines de milliards de shekels, bien, on se serait attendu, peut-être du côté des petits contribuables israéliens, à ce que, il y ait peut-être un impôt sur la guerre, vraiment, véritablement quelque chose de plus dur que cela. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on doit s'attendre à ce genre de mesures de la part du gouvernement, ou alors finalement, on va rester dans ce cadre qui fait qu'il y a une inflation, qui fait qu'il y a effectivement une augmentation des prix pour le consommateur, et que finalement, tant bien que mal, le gouvernement parvient à plus ou moins bien gérer cette économie de guerre depuis 2 ans. Alors, l'endettement d'Israël a quand même beaucoup augmenté sur les 2 dernières années. On était à 60%, un taux très très bas. On arrive aujourd'hui à 69%. Mais 69%, Yael, dites-moi, dire ça, c'est toujours un repère effectivement, mais 69% après 2 ans de guerre, alors que par exemple en France, on est passé de 110% à 130% sans la moindre guerre, c'est pas catastrophique. Dites-moi si je me trompe. Alors, c'est pas catastrophique, vous avez raison, mais on n'est pas dans l'espace Schengen, on n'est pas dans l'Union européenne, et les finances d'Israël, c'est des finances qui sont indépendantes et souveraines et seules, entre guillemets. Donc, pour les agences de notation, elles n'ont pas dégradé la note d'Israël, ce qui est important. Donc, il y a une reconnaissance des performances très importantes de l'économie israélienne. Elles n'ont pas non plus augmenté ce qu'on appelle la conjoncture, c'est-à-dire ce qu'elles pensent qui va se passer, la prospective de l'économie israélienne. Et vous avez raison de dire que cet endettement reste très faible. Et je pense que la France ne doit vraiment pas être donnée en exemple. Oui. Une gestion financière catastrophique sur les 2 mandats du président Macron. Tous les pays européens ne sont pas dans le cas de la France. Il y a certains pays qui tiennent mieux leurs finances. Mais vous avez raison, ça reste faible. Mais aujourd'hui, c'est 69%. Mais ça va pas être 69% dans 6 mois ou dans 8 mois. Ça va être plus parce qu'on s'est largement endetté pour financer la guerre contre l'Iran, même si le gain géopolitique est important et vaut le coup. De toute façon, on ne peut pas vivre avec cette menace. Mais en effet, les fondamentaux de l'économie israélienne restent toujours bons. Après, est-ce que le gouvernement ne devrait pas quand même faire un geste? Vous me parlez d'un impôt sur la guerre, Daniel. Il a déjà été mis en place. Il y a eu une augmentation des prélèvements obligatoires spectaculaire au 1er janvier de l'année dernière. Vous l'avez, je ne sais pas si on l'a oublié, mais il y a eu la TVA qui a augmenté, les cotisations à la sécurité sociale ont augmenté, on a supprimé un jour de congé payé pour les salariés, on a augmenté l'impôt sur la santé, les prélèvements obligatoires ont été énormément augmentés. Et souvenez-vous qu'en Israël, Daniel, 50% de la population n'est pas imposable. Les populations faibles ou dites faibles ou qui travaillent pas forcément de façon déclarée ne sont pas imposables, si bien que 20% des contribuables payent 93% des impôts. Est-ce qu'il est envisageable, au-delà d'un impôt sur les grandes fortunes, d'augmenter encore la pression fiscale sur des familles qui sont déjà les familles qui servent à l'armée, qui envoient leur mari ou leur femme en service de réserve? Cet impôt sur la guerre, c'est un peu compliqué maintenant. Je pense que le gouvernement a déjà joué beaucoup de cartes. Je comprends, mais de la croissance.
Mais je comprends ce que vous dites, Yael. Mais par exemple, on en a parlé depuis le début de la guerre. On a parlé de ces 10 années, par exemple, après la guerre de Kippour, de ces 10 années de récession totale et on va dire de crise économique. Tout le monde se souvient ce qui s'est passé au début des années 80 avec la crise crise boursière, etc. Est-ce que on doit s'attendre toujours à ce genre de situation où finalement, comme on est parti dans la guerre, elle a débuté dans une économie qui était relativement plus solide. Finalement, on risque d'y échapper ou heureusement qu'on peut y échapper peut-être? Non, l'économie d'Israël est extrêmement robuste. 1973, Israël était une économie administrée, une économie très sociale, une économie qui avait une industrie très très faible, qui dépendait énormément de l'aide du gouvernement américain, où le budget était quasiment fait en dollars. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Israël est une puissance régionale, la puissance régionale de la région, avec des entreprises internationales, avec une industrie de la défense qui est qui réussit de façon spectaculaire. Donc non, on n'a pas à craindre cela. Par contre, on peut craindre qu'effectivement, ce qu'on appelle les moteurs de croissance à moyen terme, ça veut dire tous les futurs entrepreneurs qui vont faire les futures inventions, qui vont créer les futurs dividendes, que là, on ait un peu une difficulté à recréer ce miracle de la Startup Nation comme il s'est produit dans les années 90 avec des investissements massifs, puisqu'aujourd'hui, on a une population ultra-orthodoxe qui grandit énormément et qui ne va pas à l'école au sens classique du terme, qui n'apprend pas les maths, qui n'apprend pas l'anglais, et qui donc va retirer une partie importante des futurs possibles diplômés des unités des unités spéciales de Tsahal, qui par la suite donnent les plus gros entrepreneurs. Alors oui, bien sûr qu'il y en aura toujours, mais on ne sait pas à quel point ce déséquilibre entre la partie productive du pays et la partie non productive du pays va finir par peser sur le PIB. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous avez raison, Daniel, parce que les performances sont suffisamment fortes, parce qu'Israël a fait des coups de maître sur l'échiquier mondial, et tout ça, ça va probablement nous aider dans les années à venir. Mais on peut jamais faire l'économie d'une politique sociale et d'une politique éducative dans un pays quand on veut soutenir son développement. Ça peut tout simplement pas se passer, c'est évident. Après, ça peut prendre 20 ans. Mais en tout cas, c'est clair que dès aujourd'hui, le gouvernement doit tabler sur ses succès incroyables, prendre une partie de cet argent et l'investir dans l'éducation, dans la high-tech, dans l'intelligence artificielle, dans l'amélioration des infrastructures. Vous et moi, Daniel, on habite à Jérusalem et on voit à quel point notre réalité au quotidien, c'est la réalité d'un pays du tiers-monde, avec des travaux qui paralysent complètement la capitale, des choses qui traînent, un tramway qui est arrêté pendant 4 mois en plein milieu d'une année où les gens ont besoin de se déplacer et d'aller travailler. Donc tout ça n'est pas soutenu comme il le faut. La résilience israélienne, c'est là qu'elle intervient. Parce que les gens travaillent, vivent, vont au restaurant, font la fête, malgré tout ce qui se passe. On a les missiles des Houthis, on descend dans l'abri 5 minutes, on remonte et on boit un café. C'est certain qu'on ne peut pas imaginer beaucoup de pays du monde qui seraient capables de se conduire comme ça. Alors pour terminer, il nous reste 1 minute, un pronostic, si vous y osez, pour les prochaines années? Je pense que pour les prochaines années, Israël a prouvé de façon indéniable sa force, sa puissance, sa capacité à prendre des risques. C'est aussi ça qui est récompensé aujourd'hui, Daniel. On n'a pas peur en Israël, on fait des choses risquées, on reste pas assis dans un coin à attendre que ça se passe, que le régime iranien tombe ou que le Hezbollah, je ne sais quoi. Et ça, c'est un comportement qui est toujours récompensé et par les marchés et par les investisseurs, puisqu'investir, c'est bien prendre un risque. Prendre un risque avec un pays qui est capable de prendre des risques qui sont des risques calculés, intelligents, très très bien construits, c'est forcément quelque chose qui va nous profiter. Donc je pense que dans les années à venir, l'économie israélienne va largement récolter les fruits. On va devenir une puissance encore plus forte de la défense. On espère juste, et je le dis toujours, que le gouvernement pensera que dans ce pays, il y a des citoyens qui ont besoin aussi d'avoir une égalité des chances. Et ça ne peut qu'augmenter la puissance d'Israël dans les années à venir. Eh bien, Yael Ifrah, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter cette actualité économique, donc qui est relativement rassurante, on va dire, sans être trop prudent, relativement rassurante. Juste un mot pour nous donner des nouvelles de votre application, Caspenu. Alors, Caspenu a fait aussi des performances remarquables. On a plus de 60 000
téléchargement. L'application marche très très bien. Pour l'instant, on est en train de travailler sur la version premium avec un panier intelligent qui sera assez fantastique, pour lequel on aura besoin évidemment d'avoir une version payante de l'application. Aujourd'hui, je rappelle qu'on est une association sans à but non lucratif. Donc évidemment, on reçoit les dons, Daniel, je me permets de le dire. Oui, oui. Et puis, je vous encourage tous à télécharger Gaspeno, à l'utiliser au supermarché, à comprendre ce qui rentre dans votre assiette et à essayer de, ainsi, tous ensemble, de créer un pouvoir des consommateurs. C'est tout le but de l'application. Il y a déjà 60 000 personnes qui l'utilisent et qui nous disent merci tous les jours. Donc, c'est peut-être une des pistes pour un petit peu retrouver du pouvoir dans les mains des consommateurs israéliens et lutter contre le coût de la vie. Eh bien, merci encore Yael Ifra d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation, Shavuot Tov, à bientôt. Shavuot Tov, Daniel.